Un grand bonjour donc à l'équipe de YouTube, je suis Marc Harriman et ça me fait plaisir d'avoir été bien reçu sur votre site et je vous demande de ne pas mal interpréter mes propos parce que le traducteur YouTube a des sous-titres, c'est énorme les erreurs qu'il y a dans le sous-titrage entre le français et l'américain. Bienvenue à cette émission qui a été annoncée à Claude François Junior, qui a été annoncée à la capitaine des Claudettes, puisque j'ai son téléphone personnel, et j'ai dit à mon coco, c'est comme ça que je l'appelle, que je consacrais une nouvelle émission pour ton papa, qui n'est pas du tout une émission de diffamation, qui est une émission de clarté, de lumière, de mise en lumière des faits et de la réalité. Et aujourd'hui, je parle du SAMU de Paris. Le SAMU de Paris a été créé en 1974, au mois de février. C'est quand même quelque chose de magnifique qui permet aux gens une intervention médicale en cas d'urgence en plein Paris. Et maintenant, le SAMU existe dans toute la France. Je passe donc mon bonjour à tous les médecins de France et je voudrais vous dire que je vous respecte infiniment pour toutes les vies que vous sauvez et je ne désire pas que cette vidéo soit mal interprétée pour la plupart des médecins qui travaillent, qui ne causent de problèmes à personne et qui ont sauvé des vies. On doit respecter le corps médical parce que c'est malgré tout des gens qui travaillent jour et nuit, qui dorment pas beaucoup. Et tout d'abord, on va préciser des choses. C'est quoi le SAMU? Le SAMU, c'est généralement des médecins qui se portent volontaires. C'est une chose qu'on ne sait pas. Ainsi, il est très difficile en 1977 de trouver un chiffre exact de personnes qui travaillent au SAMU. On a du mal parce que, en effet, le SAMU est composé de médecins qui se portent généralement volontaires. C'est une chose qu'on ne sait pas. Le salaire d'une personne actuellement qui travaille au SAMU est de 4 500 € par mois pour les plus jeunes et pour ceux qui sont les plus expérimentés, ça va jusqu'à 9 200 € par mois. Mais attention, c'est un salaire très élevé, mais ils payent des impôts, on doit tout déduire, et puis ils travaillent jour et nuit, c'est pas évident de travailler à 3 heures du matin, de voir du sang sur une route. Bon, c'est quand même, c'est vrai, c'est un métier difficile. Moi, je ne le ferai pas parce que c'est très difficile. Et puis, ils ont des études, des années d'études, où pendant toutes les études qu'ils ont faites, je répète, pendant toutes les études qu'ils ont faites pendant de nombreuses années, ils n'ont pas travaillé. Donc, c'est important de récupérer les 5-6 ans en plus d'études qu'ils font, parce que la plupart des gens sortent des études beaucoup plus tôt et arrivent à travailler immédiatement. Bien qu'en France, on doit le dire, il n'y a plus du tout de travail, même dans toute l'Europe, et que l'Europe est pratiquement en guerre à cause de cela, car il n'y a pas vraiment beaucoup d'emplois, presque toutes les sociétés font faillite. On parlera un jour de tout cela, mais on est là pour parler de la mort de Claude François, mais avant je vais m'adresser à mon coco. Alors Claude François Junior, je suis très heureux de te faire face à cette caméra et aussi de parler de ton papa et de mettre en lumière si tout a été fait le 11 mars 1978 pour sauver Claude François. Alors je vais parfois un peu tirer les oreilles du personnel médical qui a travaillé au passé et pas celui actuel, et je voudrais dire à tous les médecins de France, si certains d'entre vous regardent cette vidéo, vous devez être conscient d'une chose. Je m'adresse dans cette vidéo sur un personnel médical du passé qui était un peu moins organisé qu'aujourd'hui, qui avait peut-être pas l'expérience des médecins actuels, donc l'esprit critique que je peux avoir, car il n'est pas interdit dans la loi de critiquer. L'important est de ne pas diffamer les gens. On peut faire toutes les critiques qu'on veut, mais pas de diffamation. Et c'est le but dans cette vidéo de respecter tous les médecins de France qui sauvent tant de vies. Mais il y a quand même une différence entre les médecins du passé et ceux d'aujourd'hui. On peut dire quand même que ceux d'aujourd'hui ont peut-être un petit peu plus d'expérience quand même, mais depuis, évidemment, on a une technologie qui s'est développée et bien meilleure sur le plan médical. Nous avons tout, le laser, nous avons tout. Le 11 mars 1978, Kathleen, qui serait soi-disant, selon la version officielle, sa dernière petite amie, c'est pas si vrai, puisque Jacques Harvey, qui parlait à Claude François 3 jours avant sa mort, Claude lui confie que Kathleen, il ne couche même pas avec elle. Et non, il ne couche pas avec Kathleen, il ne fait jamais l'amour avec elle, puisque Claude précise à Jacques Harvey que les seules grâces
que accorde Kathleen, ce sont de temps en temps une photographie, eh bien pour la presse People, pour qu'on parle un petit peu de Claude François en tant qu'homme casé qui s'est trouvé une belle américaine d'ailleurs, et je salue tous les Américains car ce sont des gens très bien et on doit respecter tout le monde sur Terre. Kathleen offre à Claude François de temps en temps une petite photo sensationnelle dans la presse, et Jacques Harvey était étonné, il le dit dans son livre, que Claude ait pas de vie intime ou sexuelle avec Kathleen. Elle ne couche pas avec lui, hein. Il l'a précisé à Jacques Harvey. Il n'y a pas de relation sexuelle entre Kathleen, peut-être se réserve-t-elle pour le mariage, car les Américains, c'est vrai, sont puristes. Pour eux, on doit coucher avec une personne que quand on est marié. Alors cela s'expliquerait peut-être. Kathleen, en effet, à cette époque-là, donne rendez-vous à Claude François pour essayer une robe de mariée et faire des photographies avec lui. Malheureusement, ça ne se passe pas exactement comme elle l'imaginait, elle attend des heures, et Claude François ne s'est jamais déplacé. Il n'a pas voulu poser avec elle et faire des photos qui pourraient indiquer qu'un jour il se marierait avec elle. Alors on la voit, la pauvre Kathleen, posée en robe de mariée, mais voilà... Claude François, qui avait rendez-vous avec elle, n'est jamais venu. La raison principale est qu'il est conscient, bien sûr, que Kathleen est surtout un personnage public, dont il existe sur elle deux versions de la rencontre de Claude François. La première, Claude se justifie à Music and Music de Jacques Martin. Il l'aurait rencontré dans un avion. C'est pas si vrai ce qu'il nous raconte, puisque Kathleen a été recrutée par un recruteur que Claude utilisait, et que ce recruteur a dû chercher Kathleen jusqu'à Rome, car elle travaillait dans une agence de mannequins à Rome, et c'est cet homme qui a ramené des photos de Kathleen et qui a dit à Claude, ça serait bien de l'engager en France, parce qu'en Rome, à Rome, c'est-à-dire en Italie, elle n'est pas bien payée, et puis bon, elle avait déjà des gens autour d'elle qui s'intéressaient à elle, car elle était fort belle. Elle avait un Italien qui s'intéressait à elle, un Italien un peu mafieux d'ailleurs, qui serait même venu en France, on n'a pas trop de détails là-dessus, pour essayer de récupérer Kathleen. Et comme il y avait Claude au milieu, voilà, on ne sait pas si les coups de feu dans sa voiture, c'était pas pour récupérer juste leur petite Italienne Kathleen, qui est américaine en réalité, mais qui travaillait à Rome. Oublions tous ces détails, pas de diffamation, puisque là, j'en sais pas assez pour faire une vidéo complète. Mais j'en sais déjà pas mal, mais je peux pas tout vous dire. Non, aujourd'hui, on est là pour parler de la mort de Claude François, pour se poser une question qui est intelligente. Est-ce que vraiment les urgentistes de Paris, mais je veux dire aussi le SAMU, on ne doit pas tout confondre. Alors les gens me diront, Marc Harriman, il n'y a aucune différence entre un urgentiste et un homme du SAMU. Alors je vous dirais que la différence est énorme. Pour les urgentistes en France, il y a un urgentiste pour 100 000 personnes. Pour le SAMU, c'est pas du tout pareil. Il y a un médecin pour 1000 personnes. Ce qui veut dire qu'il y a en 1978 2000 médecins du SAMU qui peut intervenir sur l'accident de Claude François, 2000 personnes de disponibles. Il est très important, avant de parler du SAMU, et pas en mal, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui font beaucoup de bien au SAMU, qui sauvent des vies. Mais là, on doit avoir un peu l'esprit critique quand même, sinon on ne va pas s'en sortir dans cette émission si on est trop gentil avec les médecins. Ce n'est pas le but non plus d'être trop débile ou trop gentil, on doit être lucide, surtout dans la vie, on en manque parfois. Kathleen n'explique pas tout. Elle n'explique pas tout, elle a caché beaucoup de choses, parfois elle a dit des choses, elle s'est confiée, puis parfois elle s'est un peu rétractée, a changé sa version, bon, elle était un peu confuse, elle savait peut-être pas trop ce qui se passait elle-même, le choc, l'émotion, bon, il y a plein de choses où on peut peut-être trouver des explications liées au choc émotionnel par exemple. Mais ce que vous ne savez pas sur la mort de Claude François, c'est qu'il n'a pas eu un seul massage cardiaque. Dans la version officielle, un pompier arrive et effectue un massage cardiaque. Ça, c'est une version purement officielle. La vraie version est beaucoup plus complexe. En réalité, c'est Kathleen qui a effectué le tout premier massage cardiaque sur Claude François, qui a été un peu un échec, on doit le dire, mais bon, on ne peut pas savoir si c'était un échec complet et si malgré tout ça n'a pas permis aux secouristes de le trouver en vie à son domicile. Il serait peut-être en effet totalement mort sans ce premier massage cardiaque.
Kathleen est américaine, initiée dans les écoles américaines, où on apprend très tôt aux jeunes de 14-15 ans à effectuer un massage de secours. C'est ce qui existe dans les écoles américaines, qui n'est pas enseigné beaucoup dans les écoles françaises, puisqu'on devra attendre 1985 pour qu'il y ait, pour la première fois vraiment en France, des professeurs d'école qui enseignent, avec l'aide des pompiers, le massage cardiaque. Et oui, des petits jeunes, en 1985 en France, apprenaient à masser le cœur, à donner la bonne impulsion et à donner l'oxygène pour permettre de faire repartir le cœur. Ça peut sauver une vie. Maintenant, on a le défibrillateur, on a beaucoup d'autres choses plus rapides, plus efficaces et surtout moins dangereuses, parce que le massage cardiaque comporte, et on doit le dire, divers problèmes. Si on ne sait pas masser bien le cœur, on peut tuer quelqu'un tout de même, c'est-à-dire provoquer l'effet inverse. Et d'autre part, un massage cardiaque ne s'effectue pas n'importe comment. L'idéal est que le cœur soit arrêté. C'est toujours délicat de masser un cœur ou d'envoyer des impulsions dans un cœur qui bat. Les gens font souvent l'erreur. Ils voient quelqu'un où le cœur est un peu faible et ils envoient des gens qui n'y connaissent strictement rien. Ne touchez jamais le cœur de quelqu'un tant qu'il bat. Mais voilà, on ne sait pas forcément que le cœur, tant qu'il bat, on ne doit pas faire de massage cardiaque, sauf si vous êtes un professionnel du corps médical et que vous pensez que c'est nécessaire. Là, je ne m'avance pas, c'est pas mon métier. Alors on va tirer un peu les oreilles maintenant du SAMU, puisqu'on a appris que Kathleen avait fait un premier massage cardiaque, et je suppose, Coco, que tu ne le savais pas. Ça a été publié que dans un seul livre en 1978, où c'est elle qui a effectué elle-même le massage cardiaque en tout premier. Mais oublions tout ça, Kathleen pourra en parler mieux que moi, et parlons maintenant des urgentistes et du SAMU de Paris. On ne va pas tout confondre. Il y a les urgentistes, c'est un médecin sur 100 000 en France, et il y a à cette époque-là, le SAMU, c'est un médecin pour 1000 habitants à Paris. On a environ 2000 médecins qui sont qualifiés et capables d'intervenir pour sauver Claude François à son domicile du 46 boulevard Exelmans. Le premier problème qu'on rencontre, c'est que le SAMU a expliqué, même par l'intermédiaire du pompier qui a été témoin, qu'il n'avait pas un seul médecin pour sauver Claude François, pas une seule ambulance médicalisée. Alors c'est quoi une ambulance médicalisée en 1978? Tout d'abord, revenons un peu sur le passé. C'est une voiture généralement CX, de marque CX allongée, où on ne peut pas mettre grand-chose, un électrocardiogramme, quelques petites choses, des seringues, quelques petites choses pour une perfusion, voilà, 2 médecins. Ce sont des voitures qui s'aplatissent très vite. Et il y avait eu un rapport au ministère à cette époque-là, que ces voitures, malgré tout, ne pouvaient pas charger beaucoup. Voilà, on a énormément développé les infrastructures des véhicules de secours. En 1978, il n'y a pas que la CX, il y a aussi des premiers petits camions de corps médical qui ressemblent un petit peu aux camions de 1945 qui étaient utilisés par les Anglais, puisque les Anglais ont été les premiers à utiliser des petits camions médicaux, et puis après la France a copié le système anglais, je pense. Évidemment, ça paraît évident que dans une urgence, il est préférable d'avoir un camion qu'une petite voiture inconfortable où il n'y a pas beaucoup d'oxygène, où tout le monde étouffe. Vous savez, une CX, c'est très petit, tout le monde étouffe très vite. Et un patient a besoin d'oxygène. Alors on a, pour les patients, le masque à oxygène, les bombes à oxygène, enfin on a ce qu'il faut pour justement éviter qu'ils respirent la mauvaise air ambiante. Quand le SAMU de Paris, en 1978, qui existe que depuis 4 ans, nous raconte, et on doit être un peu sévère contre eux, nous raconte que sur tous les médecins qu'ils ont, ils ont des milliers de véhicules comprenant ambulances et petits camions. Ils ont 2000 médecins minimum, mais il y en a beaucoup plus en réalité, puisque nous savons que ce jour-là, il y avait la mobilisation politique, donc ils avaient mobilisé l'intégralité des médecins. Donc on n'est pas à 2000, on serait plutôt à 3000 médecins, peut-être même 4000, mais bon. Pardon, excusez-moi.
la caméra a un peu bougé, bon, il n'y a rien de très grave. J'ai cogné mon genou dans le bureau. Rien de grave. Mais en tous les cas, on sera tout de même étonné que le SAMU de Paris nous explique que l'intégralité des médecins, des ambulances, qui comprend les CX et les petits camions, sont tous à ce qu'on appelle des meetings politiques, des réunions, etc., etc. Ils parlent de mobilisation. Alors on ne doit pas tout confondre. C'est quoi une mobilisation ? Tout d'abord, entrons dans le vaste du sujet avant de parler de la mort de Claude. C'est quoi une mobilisation d'ambulances et de médecins ? Une mobilisation, dans le terme médical parisien, signifie qu'on va mobiliser un véhicule dans tel endroit. Qui dit mobiliser dit mobilité, en fait. Comme ça, il suffit d'ouvrir le dictionnaire français. Dans cette mobilisation, dans cette mobilité, le véhicule va donc se garer avec des médecins aux abords des zones où on pense qu'il va y avoir des réunions publiques de beaucoup de gens, ce qui est le cas des meetings politiques, et que dans ces réunions publiques, il y a souvent des personnes âgées qui vont voir des politiciens, que ce soit à l'époque Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, des gens que j'aime infiniment, Nicolas Sarkozy, que j'aime infiniment. Et donc, toutes ces personnes de droite, ou de gauche, bon, à l'époque, on est fortement à droite, puisqu'on est à l'UDF de Giscard d'Estaing. L'UMP, c'est beaucoup plus tard. Et on est dans le parti de l'UDF de Giscard d'Estaing. L'UDF est un parti de Giscard d'Estaing qui marche très très bien, il est très populaire. D'ailleurs, Claude François soutenait Valéry Giscard d'Estaing et avait obtenu le concert de l'Élysée pour enfants. Et 3 jours avant sa mort, il soutenait encore Valéry Giscard d'Estaing et disait qu'il trouvait très bien pour la France pour les années à venir. Mais quoi qu'il arrive, que Claude ait eu des opinions politiques de droite, tout le monde le savait qu'il était de droite, au point quand même d'avoir Noël à l'Élysée. Bon, quand vous chantez devant le président français, forcément, vous êtes forcément de droite, parce que, vous savez, généralement, ils mettent leurs amis, hein. La gauche met la gauche, la droite met la droite, ils mettent leurs amis. Mais au-delà que Claude François était un homme de droite, et gaulliste, puisque son père était gaulliste, les urgentistes de Paris, et surtout le SAMU, on ne doit pas tout confondre, le SAMU, c'est vrai, selon eux, avait mobilisé l'intégralité des véhicules et du personnel médical, mais c'était vraiment l'intégralité totale, ils avaient juste gardé, selon leur version, quelques personnes au téléphone, donc on peut dire que quand l'appel a été passé de la part de Kathleen, on sera quand même étonné d'une chose. C'est sur une ville de 2 millions d'habitants, l'appel a été décroché pratiquement immédiatement. Mais pour que les gens comprennent, quand vous téléphonez dans les hôpitaux ou dans les urgences, un appel ne peut pas se décrocher rapidement, surtout au SAMU de Paris, même en 1978. On sera étonné que l'appel ait décroché pratiquement instantanément. Ce qui prouve qu'il y avait plus de gens au téléphone capables de prendre vos appels que de médecins capables de vous soigner. Premier problème. Si seulement on avait fait le contraire, on n'en serait pas là. Mais force est tout de même de constater, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas jeter l'anathème sur tous les médecins de France qui font du très bon travail, mais là on va un peu tirer les oreilles de l'histoire officielle qu'on nous raconte. Comment voulez-vous que dans une ville de 2 millions d'habitants, l'intégralité des forces de la médecine soit mobilisée pour des meetings qui d'ailleurs n'ont pas tous encore lieu, enfin c'est-à-dire à ce moment-là les meetings n'ont même pas lieu, c'est juste des ambulances qui sont mobilisées au cas où il y aurait une intervention à faire. Alors vous allez me dire, oui, ils sont mobilisés, donc ils n'avaient personne. Toutefois, on doit quand même éclaircir un peu la situation. À l'époque, le téléphone dans la voiture existe, puisque Claude François était un des premiers en France à avoir le téléphone dans la voiture tout de même. On n'avait pas le téléphone portable, ça n'existait pas. On avait des téléphones dans la voiture qui étaient reliés par des signaux radio, tout simplement, comme les chaînes de radio que vous captez. Il suffisait d'envoyer un signal radio et puis ça faisait une transmission. C'était pas très compliqué, c'est un peu comme des talkie-walkie, c'est le même système. Encore faut-il des émetteurs et des récepteurs pour faire transiter tout cela. Mais enfin, le téléphone dans la voiture existait puisque Claude François avait son téléphone dans la voiture. Ce n'était pas un portable, je le précise. Quand on nous explique que
toutes les ambulances étaient mobilisées, tous les médecins, l'intégralité du corps de la médecine parisienne, on est choqué parce que c'est quoi de mobiliser un véhicule et quelques médecins? Eh bien, c'est de les mettre en attente. On pourrait à la limite leur donner un journal où ils pourraient passer leur temps à lire. Ils ne font rien, ils sont mobilisés. Ils ne font rien, ils attendent des ordres, ils attendent des interventions ou des urgences qui auraient lieu sur les abords des meetings politiques. Voilà à quoi ils servaient tous ces gens-là. Ils sont mobilisés, mais ils ont le téléphone dans la voiture pour presque tous. Donc, les urgentistes, c'est-à-dire là, le SAMU de Paris, qui n'est pas pareil, peut les joindre, puisqu'ils ont le téléphone dans les véhicules. On savait que la plupart des véhicules étaient équipés déjà de téléphone, puisque Claude l'avait. Donc, pas difficile de prendre un véhicule qui est immobilisé, qui va devoir intervenir peut-être dans un meeting politique en soirée, qui a toute la journée à rien faire, ils ont leur petit bouquin à lire, ils attendent, assis, ils ne font rien. Donc les véhicules mobilisés, c'est très important de dire, c'est des gens qui ne font rien à l'intérieur des véhicules. Il n'y a pas d'intervention, ils ne font rien. Je le dis au SAMU de Paris, je dois vous tirer les oreilles, parce que si le 11 mars 1978, il y a eu un attentat à Paris et 15 000 victimes, on pourrait vous croire. On dirait, voilà, il y a eu 15 000 victimes, tout a été mobilisé, et là, ça passe très bien. Et là, je ne serais pas à faire cette vidéo, à vous faire des reproches. Mais si je raconte l'histoire que vous racontez à tous les médecins actuels, que ce soit les médecins de Saint-Tropez, je peux leur expliquer, puisque là, je parle. Les médecins de Saint-Tropez vont dire, c'est quand même énorme. C'est des voitures mobilisées, ils ont le téléphone, on peut les joindre. Ils ne sont pas obligés tous d'attendre les meetings, ils sont pas tous là, il n'y a pas d'attentat terroriste à cette époque-là, il n'y a pas 15 000 victimes dans une rue de Paris. Mais tous les médecins de France vont vous le dire, je parle de ceux actuels, ils vont vous dire c'est quand même énorme qu'il n'y avait pas une ambulance, pas un corps médicalisé, pas une infirmière, pas un médecin de garde ou de service, ou de... Bon, les médecins actuels seraient choqués de cette version. Il y a plusieurs possibilités, c'est que dans la mort de Claude François, des choses ont été cachées, et que comme des choses ont été cachées, on nous donne une version bidon de l'histoire, ne réfléchissant même pas que dans la version bidon qu'on nous communique, eh bien voilà, dans la réalité, ça ne peut pas être vrai quand même. Allez poser la question à n'importe quel médecin de France actuel, on vous dira c'est tout de même un peu énorme. Vous comprenez, c'est un peu quand même énorme votre histoire. Que vous n'avez pas trouvé un seul médecin, une seule ambulance, dans des ambulances mobilisées. Il n'y a même pas un attentat, il ne se passe rien de grave. Si on avait 10 000 victimes dans un métro, s'il se passait quelque chose de très grave, bon, on dira aujourd'hui, oui, il y avait, souvenez-vous, un attentat, il y avait plein de gens qui étaient mourants, on a dû intervenir, là on vous croit. Mais maintenant, n'importe quel médecin en France va vous dire, ceux qui travaillent actuellement, qu'ils soient à Lyon, à Nice, à Marseille, les médecins vont vous dire c'est bon, il n'y avait pas d'attentat ce jour-là, il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas 3000 personnes bloquées dans un métro qui se seraient effondrées ou autres. C'est lourd. L'histoire que vous nous racontez est lourde, qu'il n'y avait pas une seule ambulance, pas un seul médecin pour sauver Claude François, et que toutes les ambulances qui étaient mobilisées, qui avaient le téléphone dans la voiture pour la plupart, vous n'avez la voiture de service, les fameux CX aménagés et les petits camions médicaux. Vous n'avez appelé personne alors qu'ils ne faisaient rien. Ils ne faisaient qu'attendre les meetings. Il y avait du monde au téléphone aux urgences de Paris, puisque le téléphone a été décroché immédiatement. Plus de monde au téléphone que pour soigner les gens dans une ville de 2 millions d'habitants, où un petit enfant peut faire une crise cardiaque. Donc s'il n'y a pas de médecin pour Claude François, si un petit gamin de 4 ans fait une crise cardiaque, il n'y a pas de médecin non plus pour le petit bébé, hein. Et les médecins pour personne, parce que s'il n'y en a pas pour Claude François, il n'y en a pas pour un enfant non plus. Qu'il ait 3 ans, qu'il ait 4 ans, il se fait écraser par une voiture, on n'a pas de médecin. C'est quoi l'histoire que vous nous racontez? Ben, c'est forcément faux. Tout ce que vous nous avez dit est forcément faux. Et n'importe quel médecin intelligent qui connaît un petit peu quand même les urgences, qui a travaillé aux urgences et au SAMU, il y a beaucoup de médecins en France qui travaillent au SAMU parce qu'ils se portent volontaires. Ils vous diront, mais imaginez en plein Paris le 11 mars 1978, on parle de l'intervention de Claude François à son domicile, mais parlons d'autre chose. Imaginons que ce jour-là, un petit enfant de 4 ans se fait renverser par une voiture. Vous n'avez pas d'ambulance, pas de médecin, on fait comment? Un enfant fait une crise cardiaque dans une école, on fait comment?
Vous voyez bien que c'est une histoire inventée, même du SAMU. Il s'est passé autre chose. Moi, je sais. Je sais pour diverses raisons, parce que je possède des photos déclassifiées top secret du corps médical. J'ai même des visages et tout de gens qu'on peut sans doute encore identifier. Donc moi, je sais des choses qu'il est difficile de révéler en public. C'est très difficile d'en parler. Parce qu'à partir du moment où je possède des photos avec des visages, c'est un peu plus difficile de publier la photo d'un médecin ou d'un policier, etc. C'est plus compliqué. Il y a des lois, il y a des règles, il y a la vie privée. Et on est sur YouTube. Mais bon, bref. Je ne vais pas essayer de vous convaincre de quoi que ce soit. On va parler que de faits réels. Et ici, on est là pour parler des faits. Mais l'histoire que vous racontez, que vous n'aviez pas une ambulance pour sauver Claude, pas un seul médecin, ça ne peut pas être une vraie histoire pour une ville de 2 millions d'habitants où vous avez dit, pour vous justifier, que tout était mobilisé pour les systèmes et partis politiques. Oui, mais je rappelle aux Français qu'une mobilisation d'un véhicule n'empêche pas ce véhicule d'intervenir dans une urgence. Aujourd'hui, à Marseille, comme à Nice, partout, quand des véhicules sont mobilisés, on peut les faire intervenir pour une urgence. Mobiliser un véhicule ne signifie pas l'utiliser. Il n'était pas utilisé. Tous les médecins, au contraire, puisqu'ils étaient mobilisés, ils étaient déjà prêts. Avec leur blouse blanche, ils avaient déjà tout le matériel pour travailler. Il était donc extrêmement facile d'envoyer une ambulance, puisqu'ils étaient déjà tous dedans. Et tous prêts, tous mobilisés, et déjà en tenue, et avec tout le matériel pour travailler. Petit problème quand même. Petit problème de la version du SAMU. C'est lourd. C'est lourd votre histoire sur la mode Claude François, ou dans les autres émissions j'ai prouvé que tout était déjà très lourd. Hein. C'est lourd, hein. On s'enfonce dans les sables mouvants dans votre histoire. Mais je le dis, tous les Français sont dans des sables mouvants dans tout ce que vous avez raconté sur sa mort. Hein, on s'enfonce chaque jour et puis on n'a pas trouvé la personne qui nous jette la corde pour nous sortir de vos sables mouvants. Non, force est de constater que la version officielle ne peut pas être vraie même du SAMU. C'est ça le vrai problème. Mais le SAMU explique qu'ils ont quand même trouvé un médecin. Eh oui, enfin le médecin, c'est pas vraiment un médecin. C'est un garçon qui a 17 ans, il n'est même pas majeur. C'est un pompier. On ne va pas critiquer les pompiers, ils font de l'excellent travail. Il explique, le pompier, qu'il a été un petit peu surpris qu'on lui demande d'intervenir. Parce que lui, il n'était même pas là pour ça. Il explique que ce jour-là, il n'était pas prévu qu'il intervienne. En fait, il n'était pas mobilisé. Non, il ne travaillait pas pour les urgences. Tout d'un coup, il reçoit un appel. On mobilise un pompier qui éteint le feu, un pompier qui passe son temps à éteindre le feu. On le mobilise pour sauver une vie, si on peut la sauver. Le pompier n'était pas équipé, il expliquera qu'il a pris l'appel, il a accepté d'aller au domicile de Claude, mais il était quand même, il n'avait pas les équipements, il n'avait personne, il était tout seul. Donc il est parti seul avec un brancard et avec un électrocardiogramme défaillant. Il expliquera que quand il avait Claude en face de lui, il ne savait même pas s'il était mort. Il expliquera qu'il avait un gros doute que Claude soit mort. Il ne savait pas s'il était mort. Parce que l'électrocardiogramme, il avait joué des tours. Et il dira, il ne savait pas, il avait posé les électrodes, il va tout bouger, tout refaire, il va bouger les électrodes, bouger les câbles, il ne savait pas, il a dit qu'il a rebranché plusieurs fois sa machine, il ne savait pas. Tout ça est intéressant. Bon, regardez les autres émissions où je parle du pompier, pas forcément en mal, je vous rassure. Mais c'est vrai que l'histoire de sa version est quand même un peu lourde au pompier. Qu'à 17 ans, il a effectué un certificat de décès. Il ne peut pas le faire. En 1978, il y a des lois. Il peut le faire s'il a l'assermentation particulière sur l'épaule, à la limite, mais il ne peut pas. Il ne peut pas car il n'est pas médecin légiste. Et seul un médecin légiste donne l'ordre au pompier de faire un certificat de décès. Il ne peut pas. Un pompier n'a pas le droit lui-même de rédiger un certificat de décès. Alors ce pompier, c'est quoi? Il vient de la Ligue d'improvisation, il a vraiment travaillé au SAMU, ou alors la mort de Claude François, c'est tout un montage de monsieur Paul Lederman. Et le pompier est aussi faux que tous les flics qui étaient devant l'appartement. C'est à croire que Claude François n'est pas mort. Hein, il est peut-être toujours en vie. Hein, va savoir où il est en ce moment. Hein, il serait où s'il n'était pas mort? En tous les cas, il en serait plus sur sa mort que vous, ça c'est clair. Mais bon, s'il est mort,
Soyons un peu lucides, si le pauvre il est mort, hein, on ne sait jamais qu'il est vraiment mort. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une affaire très chaude. C'est lourd. La version du pompier est lourde, la version du SAMU est encore plus lourde. Parce que le pompier sait rien à ce qu'il nous raconte. Qu'à 17 ans, il fait un certificat de décès sans présence d'un médecin légiste, c'est déjà énorme. Qu'il a arrêté le massage cardiaque à 20 minutes alors que la loi c'est 30 minutes. Bon, il n'y connaît rien visiblement au métier de pompier et de secouriste du SAMU. Il n'y connaît rien, mais bon. Après tout, il passait peut-être son temps à éteindre les feux, les feux de forêt. On sera tout de même étonné qu'il avait entre les mains un bloc qui lui permet de rédiger un certificat de décès. Ce bloc qu'on donne à des pompiers quand même qui n'ont pas 17 ans et qui sont expérimentés et de toute façon qui ne pourront pas remplir le certificat de décès sans la présence d'un médecin légiste. Mais bon, de toute façon le pompier, son histoire est lourde et elle n'existe pas dans la réalité. Mais alors le SAMU de Paris, on fait une émission sur eux, alors eux c'est hyper lourd. Eux c'est vraiment... on s'enfonce complètement dans les sables mouvants parce que si dans la mort de Claude François il y a quelque chose qui ne va pas, c'est même pas la version qu'on nous raconte des témoins, tout ça, où les témoins ont peut-être un peu arrangé la mort de Claude François, s'il a touché des médicaments ou autre, ils ont un peu maquillé l'histoire, bon on peut peut-être leur pardonner. C'est peut-être mieux de dire qu'il est mort comme ça qu'autrement. Imaginez si Claude François je donne un exemple, s'il avait été criblé de balles, qu'il avait pris un coup de mitraillette par un gang. Certainement que si on me disait il est mort comme ça, je dirais bon, c'est bon. On va dire qu'il a touché une applique qui a bougé toute seule. Ça sera aussi ridicule, mais ça sera quand même moins que la vraie mort, qui est quand même dure. Car on ne saura jamais s'il n'est pas tombé sur un gang qui l'a tué à son domicile ou en dehors. Il pourrait avoir pris plusieurs impacts de balles. Et à ce moment-là, ça expliquerait que la police n'a pas fait les photos de la salle de bain. S'il y avait du sang partout, s'il y avait du sang partout dans la salle de bain, partout, lié qu'il a été tué par balle ou qu'il s'est tranché les veines, on peut tout imaginer. Voilà ce que je veux dire. Et je précise que je n'appelle personne à se suicider. Gardez votre vie, c'est précieux. Mais on s'étonnera que la police ait jamais fait de photos de la salle de bain. Y avait-il quelque chose à cacher au public? Y avait-il du sang partout sur les murs? Claude a-t-il été victime d'un gang? A-t-il pris des impacts de balles? Et c'est la raison pour laquelle ils ont zoomé une applique, qui n'existe pas, puisque Jacques Harvey explique qu'il n'y avait pas d'applique. Mais bon, oublions tous ces témoins, oublions tout ça, ça n'a pas d'importance. Là, on est sur une émission donc du SAMU de Paris. Forcé de constater quand même que le SAMU de Paris qui est intervenu sur la mort de Claude François nous sort une version qui est tellement plus grotesque que le pompier, tellement plus grotesque que celle de Kathleen, qui se dit sa future femme, un homme qui ne vient pas à l'essayage de sa robe de mariée, tellement plus grotesque que la version de l'attaché de presse de Claude, qui explique à Guy, le chauffeur, que Claude, depuis un moment, se plaint à la gorge d'aller chercher un médecin pour soigner sa voix, alors qu'il a des doigts carbonisés à ce moment-là. Bon, reconnaissez quand même que les témoins sont grotesques dans tout ce qu'ils nous racontent. Mais les plus grotesques, c'est pas eux. À la limite, eux, c'est léger tout ce qu'ils nous racontent. Je veux dire, l'histoire qu'ils nous racontent, c'est du très lourd, mais on pourrait prendre ça comme du très léger, comparé quand même à la version officielle du SAMU. Où sur 2000 médecins, ils n'en ont pas un. Sur 4-5 000, peut-être même 6 000 véhicules du corps médical, parce qu'il y a les véhicules aussi de rechange et tout a été mobilisé pour les campagnes politiques. C'est vrai que quand ils mobilisent, ils partent un peu partout autour de Paris. Paris, c'est très grand. Ça peut faire jusqu'à 50 km. Ça peut se comprendre. Mais tout de même, un véhicule mobilisé a l'avantage que l'équipe médicale est déjà dedans, opérationnelle, avec tous les moyens de soigner quelqu'un, parce que ces véhicules médicalisés, on doit en parler, quand ils sont envoyés dans les meetings, sont le mieux médicalisés pour faire face à une urgence. D'accord, tous les médecins de France sont d'accord avec moi. Donc le personnel médical est déjà en tenue de travail, ils ont tout le matériel pour intervenir sur pratiquement tout, crise cardiaque, problème d'accident cérébral, coup de couteau, enfin, ils peuvent intervenir parce que dans les meetings, tout peut se passer, un attentat, pourquoi pas, et des gens qui sont estropiés par des attentats, tout arrive dans la vie. Donc, ils ont déjà dans leur camion et dans leur CX aménagé, ils ont déjà tout le matériel d'intervention et d'urgence.
on sera tout de même étonné que au téléphone du SAMU de Paris, ils n'aient pas demandé à une de ces ambulances ou de ces petits camions, puisqu'ils étaient déjà tous prêts et en tenue de travail, de se rendre à quelques kilomètres. Seulement quelques kilomètres. On parle de 3-4 kilomètres qui séparaient la première ambulance. Elle était à 3-4 kilomètres du boulevard Iselmans. Et eux vont appeler un pompier, je crois, qui était à 10 ou 20 kilomètres. Enfin, un truc de fou. Je crois qu'il était à 20 kilomètres ou 10, quelque chose comme ça. On s'étonnera qu'un pompier qui se trouve à 8-10 kilomètres, on appelle ce jeune qui connaît rien du tout, qui n'a pas de matériel pour travailler, il n'avait rien du tout, même pas une seringue pour l'enfoncer dans le cœur dans les cas de problèmes de drogue médicamenteuse ou autre. Il n'avait rien du tout, même pas un électrocardiogramme qui marche. Il avait dit, seul avec son brancard, il a l'air un peu con quand même le bonhomme. Hein, c'est quand même énorme. Ils ont une ambulance à 3 km de Claude, et cette ambulance qui est à 3 km, qui est entièrement médicalisée, équipée, et dont on possède tout le personnel à l'intérieur, qui peut faire face à tout, même à l'attentat terroriste, cette ambulance ne se déplacera jamais. À 3 km, 2 km plus loin, ils ont encore une autre ambulance entièrement médicalisée, qui elle aussi peut se déplacer et ne se déplacera jamais. Et tous les 2 ou 3 kilomètres, ils ont mis des ambulances un peu partout autour de Paris. Ils ont donc, proche de l'appartement de Côte-François, sur un espace de 20 kilomètres, beaucoup d'ambulances et beaucoup de médecins. On pouvait envoyer au moins 5 ambulances. 5 ambulances et beaucoup de médecins. Et on avait tout le matos pour travailler. Et du matos professionnel. Et on pouvait le transporter immédiatement à l'hôpital. C'est important de faire la lumière sur la mort de Côte-François. J'ai donc abordé cette émission très courte et on va mettre un terme ici à cette émission. Vous allez vous faire vous-même votre opinion. C'est à vous de vous faire votre opinion. Dans la mort de Côte-François, ont-ils vraiment tout fait pour le sauver? C'était Marc Hariman. À bientôt sur YouTube. Je remercie chaleureusement l'équipe YouTube et je vous rappelle à tous, et c'est vrai dans cette campagne en ce moment du gouvernement, ne vous suicidez pas, et je me joins à la grande campagne contre le suicide. Gardez vos vies, restez en bonne santé. Noël approche. Je dis à toutes les familles, ne vous suicidez pas, et j'appelle le gouvernement, puisque vous faites des campagnes contre le suicide, à augmenter la prime de Noël. Parce qu'il y a beaucoup de taux de suicide pendant les fêtes de Noël, et je constate, puisque je suis un homme de justice, que vous n'avez pas augmenté la prime de Noël depuis très longtemps. Alors si vous voulez lutter contre le suicide, et je m'adresse au gouvernement, commencez par augmenter la prime de Noël. Ça va peut-être quand même un peu ralentir ce problème. Parce que là, vos campagnes, vous dépensez beaucoup d'argent pour vos campagnes publicitaires contre le suicide, mais que faites-vous à Noël ? La prime de Noël, la seule personne qui a donné une prime convenable, c'était Nicolas Sarkozy, que j'aime infiniment, qui lui avait passé une prime à 200 €. Et voilà qu'après le règne de Sarkozy, on revient à 150 €. Vous êtes des égoïstes. Vous luttez vraiment contre le suicide ? C'est pas la bonne méthode. Va falloir augmenter les primes de Noël. Eh bien, je vais vous dire, là, vous lutterez efficacement contre le suicide. C'était Marc Hariman, et je tirais aussi les oreilles du gouvernement, parce qu'on a vraiment, on nous dit vraiment à tous, n'importe quoi, et on vit dans un monde de faux prophètes et de faux dieux.